papa Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table avec un invité sur le plateau, nous tentons d'en parler. Vous le savez, il fallait prendre le pouvoir pour soi-disant faire la rupture avec ce que faisait Kabila. On parlait notamment des réformes. Aujourd'hui, je vous amène sur le terrain des réformes. On nous dit que la loi Lutundula est en train de se faire maltraiter à l'Assemblée nationale. Qu'en est-il exactement? On en parle dans cette émission. On reviendra également sur l'Union sacrée avec Jean-Marc Kabound et tous les autres. Plusieurs autres questions d'actualité dès lors seront évoquées dans cette émission. Un visage que vous avez l'habitude de voir, ça ne sera pas la première fois, mais cette fois-ci je l'aurai à box to box avec lui seul. Eric Wemba. Monsieur Wemba, bonsoir. Bonsoir, Pierrot Loire. Grand plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes éditorialiste. Pas éditorialiste, je suis reporter. Bon, parce que pour la plupart, fois, tu viens analyser avec nous dans la peau d'éditorialiste des fois. Oui. Mais bon, tu es reporter là où tu travailles. Oui, je suis reporter. Simplement reporter là où je travaille. Le problème aujourd'hui avec vous, les journalistes, on a l'impression que le métier a perdu un peu de son aura et de ses lettres d'or. On connaît des journalistes estampillés katumbistes, des journalistes estampillés tshisekédistes, des journalistes estampillés matatistes. Vous-même, on dit de vous que vous êtes un homme de Délice Sanga. Est-ce que c'est normal que nous ayons des journalistes fichés, estampillés comme ça avec des hommes? Oui, même en France, il y a des journalistes, Le Monde pour la droite, c'est autour des idées, pas autour des individus. Mais malheureusement, les idées et les valeurs ne sont portées que par les hommes. Il y a une presse qui a soutenu Macron, il y a une presse qui a soutenu tel candidat. Donc je ne pense pas que c'est vraiment un problème. Ça vous embête pas qu'on dise de vous que celui-là c'est un katumbiste, celui-là c'est un fayouliste? Non, là on est en train un peu de dramatiser les choses. Mais je vous dis, les valeurs que nous défendons, nous journalistes, sont portées par les hommes. C'est-à-dire un journaliste peut dire non, moi par rapport à telle valeur, je voudrais que tel projet de société puisse réussir et je soutiens tel candidat que je pense qu'il peut amener ces projets de société. Ça se passe partout dans le monde. Moi je pense qu'on voudrait un peu faire un procès. Non mais la notion de la neutralité, de l'objectivité des journalistes, une fois que vous affichez avec des couleurs, est-ce que vous ne voyez pas que le métier perd un peu de... À l'école du journalisme, j'y étais après vous. Certes, je reconnais. Oui. Ça ne m'empêche pas. J'ai quitté l'IFASIC en 2007. Ah oui, moi je suis venu après parce que j'ai fait autre chose. Mais bien évidemment, c'est utopique de penser qu'un journaliste peut être neutre. En tout cas, Wawa me l'a dit en GD, le journaliste n'est pas neutre, même en Europe. Il a une tendance. C'est-à-dire la manière de traiter l'information par Libération ou Le Monde n'est pas la même chose. Tout dépend, ce sont les idées. Et vous saviez même que quand il y avait un problème, pendant la guerre froide, la presse occidentale a soutenu l'idéologie capitaliste contre les communismes. Et vous connaissez même le plus grand scandale, ce qui s'est passé en Roumanie avec Ceausescu, où on l'a présenté comme un criminel simplement parce qu'il était communiste. De parler de la neutralité d'un journaliste, c'est purement utopique. C'est de l'utopie. Un journaliste ne peut jamais être neutre. C'est quand même grave, hein, cette manière de parler et d'assumer, surtout, qui m'impressionne. J'ai dit, c'est la vérité. Donc vous partagez les mêmes idéaux, les mêmes idées que M. Délice Sanga. Je pense. Ce qui veut dire que vous ne prendrez jamais votre plume contre M. Sanga, c'est ça le problème. C'est ça la perte de la neutralité, justement. Non, justement, j'ai dit ceci, Délice Sanga, moi je pense que je crois à certaines valeurs et les valeurs sont portées par les hommes. Il est porté à certaines valeurs que je crois. C'est-à-dire un autre Congo par rapport à ce qui se passe maintenant. Et je suis convaincu de ça. Eric Wemba, donc je ne me gêne pas d'être aux côtés de Délice Sanga. Je me plais à vous lire, que ce soit vos articles et même vos sorties sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, vous dites que Félix est en train de tordre le cou aux réformes au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous sens de plus en plus énervé contre le régime de M. Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que nous ne pouvons pas mener les réformes, et notamment des réformes électorales, avec le régime actuel? Oui, non, ça veut dire qu'il y a une tendance. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression, l'instinct de conservation du pouvoir est en train de primer sur les soucis de consolider la démocratie. Je vous rappelle ici qu'au mois d'août et de juillet, les Congolais ont été de la rue quand on a nommé M. Malonda. J'ai vu tout le monde, les Kabouya, les Kabonda, tout le monde était dans la rue. On a dit qu'il ne fallait pas passer à cette nomination, on devait réformer la CENI. Et fort heureusement à l'époque, un des Congolais, malheureusement il a la bouche pleine, il est en train d'assister de la manière dont de manière passive alors que Salo est en train d'être charcuté. Hier, j'ai suivi les dossiers jusqu'à la fin.
c'était d'aller vers des réformes. C'est qui le Congolais qui a la bouche C'est pleine? Christophe Lutundula. Ah, Lutundula a déjà la bouche pleine? Non, c'est-à-dire, j'exagère, mais il est vraiment en difficulté. Maintenant, il est en difficulté pour défendre sa proposition de loi. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que quand il a introduit cette loi, il était dans l'opposition. La loi sur la réforme électorale. La réforme électorale, la loi Lutundula a été introduite. Et cette loi devait être débattue. Non, mais la loi Lutundula n'est pas encore mise sur la table, que je sache. Pardon? Est-ce que la loi Lutundula est déjà en plein débat à l'Assemblée nationale? Oui, depuis hier, ça a été déclaré recevable, mon cher Pierrot. Il ne faut pas être en retard. Revenons sur. Qu'est-ce qui est charcuté dans la loi Lutundula? Qu'est-ce qui vous embête dans ce qui s'est fait actuellement? Qu'est-ce qui m'embête? Je viens de parler aujourd'hui, je couvre le Parlement avec vous. Il y a une procédure qu'on suit. Une loi vient à l'Assemblée, elle est déclarée recevable, il y a débat général et ça passe dans des commissions. Mais cette fois-ci, les duos Mbosso et Kaboun viennent d'innover. Avant même que la loi soit débattue à la plénière, ils ont mis en place une commission. Et j'ai avec moi les rapports de cette commission. Où en réalité, on a remis en cause les options majeures de cette loi. La loi n'a pas encore été présentée à l'Assemblée nationale. Ça a été présenté. Avant sa présentation, il y a eu un travail d'une commission montée par Mbosso et Kabound. Cette commission a fait un travail, a rendu un rapport pour qu'on puisse remettre en cause certaines options qui ont été dégagées dans la loi Lutundula. Notamment, Lutundula a estimé qu'il fallait une composition paritaire de la CENI. Tout le monde a été d'accord, même l'Union sacrée à l'époque. Maintenant, c'est-à-dire, il n'y a plus de la majorité et l'opposition. Il faut que nous ayons des représentants de manière égale. Et de manière égalitaire, Christophe a motivé cela parce que nous voulons que la CENI soit neutre et évitons de mettre l'esprit de l'opposition et de la majorité à l'intérieur. Ça a été accepté. Mais maintenant, les gens ont changé. Ils veulent renoncer à cette réforme-là. Ils disent plus question de la représentation paritaire dans les documents. Je vais vous remettre ça pièce contre pièce. Ça se trouve dans ma machine. Il faut remettre la composition mixte mais non paritaire. L'opposition doit avoir, nous de la majorité de l'Union sacrée, comme les PPRD à l'époque, nous devons avoir 6 membres, par exemple, et l'opposition 3 membres. Vous comprenez, on a remis en cause cela. Et grave encore, une option qu'on a levée, on dit que les composantes, quand ils choisissent leurs représentants, comme les confessions religieuses, quand ils choisissent leurs représentants, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est la plénière qui doit trancher. Quelle plénière? La plénière de l'Assemblée nationale? De l'Assemblée nationale. Autrefois, c'était dit que si une composante n'arrive pas à se mettre d'accord, on met une commission des bons offices. Mais dans la réforme, telle qu'est projetée par l'Union sacrée, maintenant là, c'est qu'il y aura, l'Assemblée nationale va trancher. Et ce n'est pas innocent. Parce donc on installe l'Assemblée nationale comme l'arbitre des conflits entre des personnes. Conflits, donc l'Assemblée nationale qui était là pour entériner va maintenant jouer des rôles en cas de conflit. Il va être là autant pour désigner les candidats et pour entériner. Et hier, j'ai vu les confessions religieuses déjà monter au créneau pour dire que ça ne peut pas aller comme ça. Parce que ce n'est pas innocent, il faut raisonner politique. Au moment où je vous parle, on a lancé des candidatures au niveau des confessions religieuses. Il y a au moins 100 candidatures. Et ils savent que les confessions religieuses, comme ils ne vont pas s'attendre, et l'Union sacrée dans sa majorité va imposer un candidat au niveau de la présidence de la CENI. Ça, c'est troisième chose. Troisième chose, il y avait, Lutundula voulait qu'on mette COPEC, une commission technique pour contrôler la gestion de la CENI. Parce que dans la CENI aussi, il y a beaucoup de choses là, des contrats compliqués, tout ça. Il fallait une commission. Ils ont remis ça en cause. Ils disent que la CENI doit continuer à être contrôlée par l'Assemblée nationale. Il faut seulement une commission qui va trimestriellement. Donc on a renoncé, l'Union sacrée veut renoncer à la réforme. Parce qu'ils sont aujourd'hui guidés par les soucis de conserver le pouvoir. Parce que nous contrôlons déjà la Cour constitutionnelle. Et Chadar, il nous l'avait dit. Celui qui contrôle la Cour constitutionnelle et la CENI, c'est lui-là qui gagne. Donc, ils veulent contrôler la CENI. La CENI que nous voulions réellement naître ne va pas l'être avec les options que l'Union sacrée vient de lever. C'est pourquoi nous venons ici pour sonner l'alerte. Parce que nous constatons que c'est maintenant où nous devons faire ces grands débats. C'est maintenant qu'on doit mobiliser les Congolais. Je vois Fayoulou, Katumbi, tout le monde distrait. Et puis on va nous imposer un kamikaze là à la tête de la CENI. On vient, on proclame les résultats. Tel est passé. Demain, vérité des urnes. Tout ça, mettons les gens dans la rue, dialogue et avançons. Mais moi, je constate en tant que journaliste, j'alerte parce qu'on estime que les journalistes sont là pour rencontrer les choses. Les journalistes peuvent alerter sur un danger. C'est comme ça qu'à l'époque, les gens sont allés dire à l'Occident, un monsieur Léopold est tenté de commettre les génocides. Ici, nous avons une autre indépendance. Autant que ces journalistes-là, moi, j'alerte pour dire qu'on est en train de planter les décors pour un coup de force électorale, mais les gens sont distraits. Et vous allez voir que les discours ont changé de l'autre côté. À un moment, on parlait de l'identification. Il y a une pression des catholiques. Augustin vient de nous dire qu'ils vont gagner des élections haut la main. Ça veut dire, c'est maintenant ou jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, Félix est en train de préparer sa tricherie déjà. Non, c'est-à-dire, comme d'habitude, j'ai dit un coup de force électorale
qui est en train de se préparer comme d'habitude. Et les gens sont distraits. Non, mais ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. Et quand même, on n'est qu'au niveau des propositions. Le débat général sur la question n'a même pas encore été mis en place. Les débats généraux, l'union sacrée, c'est une majorité assez fragmentée. Oui, ils ont les moyens de l'État, nous savons. Et nous avons appris, je ne vais pas affirmer des choses comme ça. Pour des grandes options ici, je crois que les trésors publics vont être saignés. Et je ne pense pas que nos députés vont résister parce que quand on va leur présenter quelque chose, ils vont faire passer ces options de l'union sacrée. Puisque ces options sont déjà contenues dans un document qu'on veut faire passer à travers la loi Lutundura. C'est pourquoi moi je viens d'alerter qu'on prépare une CENI. Donc on ne veut pas changer, on veut revenir comme ça a été à l'époque de Kabila. Où est la rupture? Parce que nous avons voulu les réformes. On vient de renoncer aux réformes. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus animé par les soucis de consolider notre démocratie. On est plus animé par les soucis de conserver le pouvoir. C'est comme ça que le danger est là devant nous, Pierrot. On prépare un coup de force électoral avec... Ce ne sont pas des enfants de cœur, hein, ce sont des politiciens. La politique, c'est la conquête du pouvoir, exercice et se tenir au maximum. Dans les règles de l'art, notre combat aujourd'hui, que nous avons connu 3 cycles électoraux, j'ai comme l'impression qu'au Congo, c'est là où j'alerte, c'est parce que nous voulons que les peuples, les Congolais ne soient pas réduits seulement à des gens qui votent sans pour autant élire. Moi, j'ai assisté aux élections au Sénégal à l'époque, entre Macky Sall et Ouadé. Avant même que la CENI publie les résultats. Ouadé féliciter déjà Macky Sall, rien que par les tendances des médias. Et vous pensez ce qui se passe dans nos élections, on ferme l'internet, où on vous interdit, vous journalistes, de donner les résultats. Nous voulons des élections. La CENI que nous voulons, c'est celle qui ne sera que là pour constater des résultats. Non pas pour fabriquer des résultats et les proclamer même avant la fin des dépouillements. Nous voulons des bonnes élections parce que n'oublions pas que toutes les crises que nous connaissons dans ces pays, ce sont des crises de légitimité. Nous avons assisté à 2011 avec vous ici, où il y a eu des présidents qui ont prêté serment. En 2006 déjà, il y a eu une guerre dans ces pays entre Bembe et Kabila. Ici, la Faïl, on n'a jamais accepté que Félix a gagné. Et pourquoi pas demain que nous ayons des élections où les perdants diront que je félicite les gagnants? Ah, même aux États-Unis, Trump n'a jamais reconnu sa défaite. Hein. Non, moi j'ai pris l'exemple du Sénégal. J'ai pris l'exemple du Sénégal. Vous prenez. Moi, je refuse des mauvaises jurisprudences. Malheureusement, c'est ce qui caractérise. Vous voulez prendre des jurisprudences négatives. Moi, j'ai pris l'exemple du Sénégal en Afrique. On a organisé des élections. Ouad a dit que je m'incline devant la victoire de Macky Sall. Pourquoi pas chez nous? Les Sénégalais ne sont pas si extraordinaires. Alors, si vous m'amenez aux États-Unis... Non, mais la loi Lutundura comporte quand même plusieurs articles. C'est comme ça qu'on l'appelle proposition de loi. C'est-à-dire que c'est un texte qui arrive, un texte bâtir, qui peut être charcuté, sur lequel on peut travailler. Je ne vois pas le problème si les Tshisekédistes veulent apporter quelques touches au niveau de la loi. Le débat, il est ouvert, monsieur. Oui, mais j'ai dit ces touches-là, ça veut dire c'est les statu quo. Quand on parle des réformes, ça veut dire qu'on veut mettre la rupture avec le passé. Mais l'Union sacrée vient de dire aujourd'hui, je prends un exemple, pas de composition paritaire, ramenons l'esprit de l'opposition et de la majorité là-bas à l'intérieur. Alors pourquoi, à quoi est-ce que ce n'est plus une réforme? Et j'ai un terme pour dire qu'on renonce à la réforme pour réduire à une réformette. Alors c'est ce que nous nous refusons. Alors pourquoi les Congolais sont morts? Et je vous rappelle que la crise actuelle est née de cette contestation-là. Parce que les Congolais ont réclamé les réformes. Mais maintenant là, puisqu'on est arrivé, puisqu'on a cette majorité, on renonce aux réformes, justement pour continuer, pour consolider les pouvoirs. Eric, j'aime bien vous entendre parler. J'ai l'impression que vous regrettez des fois pour avoir soutenu M. Tshisekedi. Je connais que vous étiez une plume assez acerbe contre Kabila, que vous rêviez d'un état des droits, que vous pensiez que M. Tshisekedi allait nous apporter. Vous êtes à mettre dans les lots des déçus de ces régimes? Pas tellement de déçus, parce que j'ai toujours fait un peu la différence, moi, entre le tshisekédisme et le fascisme. C'est la différence que vous n'arrivez pas à faire. Le tshisekédisme n'a rien à voir avec le fascisme actuel. C'est-à-dire que Tshisekedi, c'était une idée, c'était une idéologie. Est-ce que son fils biologique, qui était aux côtés de lui, il est resté dans cette ligne? Je remarque qu'il s'est déjà écarté de cette ligne. C'est pourquoi je ne regrette pas. C'est quoi la ligne? C'est quoi la différence, la démarcation? C'est le peuple d'abord. La démarcation, je vais vous donner un élément qui va vous étonner. Élu Premier ministre à la conférence nationale souveraine. Il y avait aussi l'Union sacrée à l'époque. Mais Tshisekedi nous a dit, écoutez, Tshisekedi quand il prend la parole, ça c'est l'histoire. À côté de moi, quelqu'un peut connaître cette histoire-là. Tshisekedi a dit, pas question d'un gouvernement éléphantesque. Les Congo n'ont pas de moyens, nous sommes en crise. Tshisekedi a amené un gouvernement de 22 personnes. Deuxièmement, il dit que dans son gouvernement, pas question d'un ministère des médias.
Parce que la presse doit jouer son quatrième pouvoir. Vous les voyez chez son fils. D'ailleurs, il nous amène un gouvernement éléphantesque avec un ministre des médias. Et moi, j'ai toujours été contre la présence dans une démocratie d'un ministère des médias. Je n'ai rien contre Mouyaya. En tout cas, dans une société démocratique, et Tshisekedi avait supprimé ces ministères-là. Il y avait un porte-parole du gouvernement, il a dit à la presse de jouer son rôle. Ce sont des éléments que je vous donne. Les Tshisekedisme et les fascisme, ce n'est pas la même chose. C'est totalement différent. Alors moi, je ne regrette pas parce que moi, je suis resté Tshisekediste. Donc, vous pensez que Félix Tshisekedi n'est plus dans la ligne incarnée par son papa? Il n'est plus dans la ligne incarnée de son papa. Il n'est pas vraiment dans la ligne incarnée de son papa. Avec tout ce qu'on signale comme scandale, il n'est plus dans la ligne incarnée de son papa. L'IDPS a cessé d'être. Moi, j'ai toujours posé la question. S'il y a où Ngalula Pandadjila, tous ceux-là qui ont milité aux côtés de l'IDPS dans la lettre, s'ils devaient ressusciter, voir ces partis entre les mains des Kaboundé et des Kabouya, je crois qu'ils vont retourner dans leur tombe en train de regretter. Au moment où je vous parle, je connais quand même l'histoire de son parti. Mon travail de fin de cycle a porté sur l'analyse de l'aide des terrestres parlementaires. Et je suis prêt à dire que ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec l'IDPS. Ça, c'est un groupe de juicières, une bourgeoisie comprador qui s'est installée dans ces pays, qui n'a rien à voir avec l'IDPS idéologique. Les mots sont quand même forts. Ah, c'est fort. Écoutez, Moubaki n'est pas. Moubaki est encore, c'est comme les gardiens du temple, il en connaît quelque chose. Les mots sont quand même forts, attention. Hein, je ne veux pas qu'après qu'on dise à la liberté de la presse que vous ayez des arguments et des preuves de ce que vous alléguez ici, hein, monsieur Wimba. Non, mais quand j'ai dit qu'il y a une bourgeoisie comprador qui s'installe, on va m'arrêter. Pourquoi? Ce n'est pas une réalité. Vous ne les vivez pas au quotidien, ici dans ces pays. Les réserves d'échange, on vient d'épuiser aux réserves d'échange. C'est pas moi qui fais ces communiqués, c'est le comité de politique monétaire de la Banque centrale. 180 millions de dollars ont été ponctionnés sur les réserves d'échange. C'est sous Niembo, non? Parce qu'il n'y a plus Matata, c'est sous Tshisekedi que ça se passe. Kabila nous a laissé 1 milliard, on en a maintenant à 500 millions. Sous Niembo, là, c'est un scandale qu'on signale. Personne n'en parle. Dans les procès des caméras, on a tous crié qu'on a puisé sur les réserves de la République. Maintenant qu'on y fait, qui en parle? Vous vous taisez, vous dites qu'on va nous arrêter pour ça, alors que c'est les communiqués et là du comité de politique monétaire de la Banque centrale. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise autre? Les preuves sont là, les indicateurs sont au rouge. Et là, il n'y a pas Kabila, il n'y a personne, parce que j'ai entendu Augustin dire qu'on va partager les bilans. Mais les scandales qui se font maintenant, il n'y a pas un gouvernement. C'est les Yagoulé neutralisés, Ilungue neutralisé, c'est la présidence qui gère le pays, mais on signale des scandales. Il y a les scandales là, on a puisé à la réserve de la République. Deuxième scandale, l'affaire des pétroliers avec 80 millions. C'est vraiment ça, c'est pas sans Kabila, sans Katoum et sans consort, c'est les pouvoirs qui sont en place. Alors vous voulez qu'on se taise parce qu'on va nous arrêter pour ça? En tout cas, écoutez, moi, nous sommes là, on nous a dit que les journalistes et les chiens de garde de la démocratie, quand ça ne marche pas, il a le droit de dénoncer. Je n'ai rien à voir avec les vieux Kintutu et les Kibambi qui sont allés à Zoom dire que non, écoutez, vous êtes plus sur les plateaux, nous jouons notre rôle. Effectivement, si nous le faisons, parce que dans certains médias, il y a tellement d'intérêts où les journalistes n'ont plus leur liberté. Et c'est comme ça que nous pensons que quand je viens sur les plateaux des Pierrot, j'ai plus de liberté pour dénoncer certaines choses qui ne marchent pas. Faire la part des choses entre le tshisekédisme et le fascisme. Ça, c'est quand même intéressant ce que vous dites. Ah oui, il y a une différence parce que moi, j'ai dit que j'ai passé... Et quand j'étais journaliste encore au journal Les Phares, j'étais affecté comme reporter à l'IDPS. Et à l'époque, je faisais mon travail de fin de cycle qui a porté sur l'histoire de l'IDPS. J'ai essayé un peu de comprendre. Et je suis mieux placé pour vous dire que ce qui se passe ici aujourd'hui n'a rien à voir avec l'idéologie tshisekédiste. Tshisekedi est certes le fils biologique de Tshisekedi. Vous pensez qu'on est parti, on est perdu, c'est terminé quoi? Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Augustin a dit Tshisekedi n'appliquera que son programme lorsqu'on va lui donner le deuxième mandat. Maintenant, le bilan doit être partagé. Autrement dit, c'est l'aveu de l'échec. Si le secrétaire général du parti présidentiel lui-même fait le constat de l'échec, il faut attendre le deuxième mandat de Tshisekedi. Encore que les Congolais doivent lui donner. Et ça veut dire que c'est un aveu d'échec. Vous voulez que moi je dise quoi? Parce que, vous savez, nous avons fait la communication, on parle de la sémiologie. Avant la pluie, vous savez qu'il y a des signes. C'est-à-dire quand il y a un gouvernement qui va réussir, on peut sentir, non? Mais tel que les choses se passent là avec l'Union sacrée, avec ces gouvernements, avec des chevauchements qu'il y a là, Ebéran, il est dans les numériques. Vous avez Ebéran qui pose déjà des actes de gestion. Il a reçu des gens de Huawei, personne n'a dit quelque chose. Pourquoi on veut nous habituer à la normale parce qu'on va nous arrêter? On va nous arrêter, ça va résoudre les problèmes. Kabila a tué, il a arrêté. Est-ce qu'il a résolu les problèmes? Il a été rattrapé. Ce dauphin a été battu ici. Ce n'est pas en arrêtant Pierrot et Eric Wemba qu'on résout les problèmes. Tout ce que nous demandons qu'ils puissent résoudre les problèmes des Congolais. Tant qu'ils ne les feront pas, ils nous trouveront toujours sur leur chemin. Eric Wemba, journaliste, analyste, reporter ici en République démocratique du Congo. Avec lui, on est donc en train de faire l'analyse de l'actualité politique. Eric, vous êtes un journaliste aussi rattaché au Parlement. Vous suivez certainement l'actualité politique là-bas.
Qu'est-ce que vous dites du mouvement des groupes des révolutionnaires? Est-ce que vous pensez que la majorité dégagée au niveau de l'Union sacrée est une majorité sablonneuse qui ne va pas trop tenir? Est-ce que vous pensez que c'est par idéologie ou c'est par gain que ces gens-là se sont... Heureusement que vous me posez la question. Moi, je suis étonné que les journalistes congolais ne fassent pas bien l'analyse des choses. C'est comme si ce qui se passe au Parlement, là, c'est nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a eu une habitude. Kabila n'a jamais contrôlé sa propre majorité. Parce qu'à chaque fois, avant l'investiture du gouvernement ou l'adoption du budget, ces gens-là faisaient monter les enchères. Nous avons vécu ça au Parlement. S'il n'y a pas autant, on n'investit pas les gouvernements. Matata en a subi plusieurs fois. Lui-même, moi-même, je vous parle ici, j'ai été arrêté à l'hôtel Invest, un jour comme journaliste. Je me suis retrouvé là-bas, il y avait une réunion entre les premiers ministres et les députés. Parce qu'on devait adopter les budgets. On sait ce qu'il faut qu'il touche les invisibles. On appelle ça les invisibles là au Parlement. C'est-à-dire de l'argent que nous ne voyons pas. Et ça se passe comme ça et d'habitude, on ne va pas me contredire ici. Je sais de quoi je parle. Mais Félix arrive au pouvoir. Nous avions estimé qu'il va mettre fin à cette habitude-là. Maintenant qu'il a requalifié sa majorité dans des conditions, nous savons, il a continué avec les mêmes habitudes. Pour faire élire Mbosso, on a sorti 12 millions de dollars sans ventilation. Il y a eu un son, malheureusement le procureur n'est pas intervenu, où Mbosso dit j'ai déjà sorti 5 millions de dollars avant sa campagne. Les députés allaient dans les Maboko Bank, non seulement vous aurez les émoluments, mais vous aurez les compléments. On a failli la sortir ce son-là. On n'a jamais interpellé Mbosso. Les compléments, c'est quoi? C'est ce qu'ils cherchent. Alors pourquoi vous cherchez trop loin? Ils savent qu'on ne va pas refaire la formation du gouvernement. Mais ils disent, Mbosso leur a dit on ne vit qu'une seule fois. L'investiture du gouvernement s'est fait qu'une seule fois. C'est maintenant ou jamais que nous devons remplir nos poches. Il n'y a aucun combat idéologique là-bas. Et ils savent, on les a habitués comme ça avec les invisibles. Donc je crois déjà qu'il y avait des réunions dans ce Donc c'est pour des raisons d'argent qui font tous ces bruits. Oui, j'appelle ça les invisibles. Et quand j'appelle des invisibles, tous ceux qui couvrent le Parlement savent ce que ça veut dire. Même tous les premiers chefs du gouvernement, c'est que ça faisait. Mais ça veut dire que Félix alors a fait une rupture avec Kabila, mais pas avec le système. Oui, le mal continue. Le mal continue. Et je dirais même, vous avez un Mbosso. Mbosso, qui est-il? C'était mon boutiste, non? Il a fait des scandales. Manger, buvons, on ne vit qu'une seule fois. Pendant les couvre-feux, il a amené les gens à l'hôtel pour le ban là, boire et manger les députés. Prendre des champagnes pendant que les Congolais souffrent. Pendant que les Congolais prennent de l'eau. Nous sommes petits, ça continue. Et Mbosso sait ce qu'il doit faire pour qu'il y ait l'investiture. Alors moi, c'est pourquoi je ne m'engage pas dans ces débats-là. Il n'y a pas une rupture, il n'y a pas de députés révolutionnaires là-bas. Ils savent, si on passe cette étape-là, au mois de septembre, ils vont encore monter les enchères. Et à chaque étape-là, et ce n'est pas nouveau. Pour ne pas faire seulement les procès contre Kabila, Tshisekedi, ça a commencé depuis l'époque de Kabila. J'étais un jour à l'Assemblée nationale. Matata venait présenter son budget. Un député a introduit une motion incidentielle, il s'appelle Bamporiki. Il dit, Matata, vous venez faire adopter votre budget, mais il n'y a pas de reddition des comptes. La loi des finances a dit, avant d'adopter le budget, vous devez nous rendre compte de la reddition des comptes, comment vous avez géré les budgets précédents. Et Matata était bloqué. Or, on nous a appris que cette motion-là est venue de la majorité de l'époque. Chez des Bochab et consorts qui étaient mécontents du fait que Matata n'avait pas mis les chefs des partis politiques. Aubin a négocié pendant ce temps-là. Et puis demain, ils ont changé, ils ont adopté. Qu'est-ce qui se passe dans les négociations là? Ils disent, mais maintenant là, nous vous avons entre vous-même, M. Matata, nous vous bloquons. S'il n'y a pas les invisibles, votre budget ne sera pas adopté. Et sur ce point-là, la Haïti, il n'y en a pas, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et Matata a sorti les invisibles. Ah, les invisibles, malheureusement, nous ne savons pas les voir. Ça s'appelle les invisibles, vous ne pouvez pas les voir. On a sorti 12 millions, nous avons demandé pourquoi pour une session extraordinaire d'une année, d'un mois, on doit sortir 12 millions. Et c'est sans ventilation. Et il y a eu des invisibles aussi. Il y a eu des invisibles. Et finalement... Alors, j'ai envie de dire pauvre Congo, hein, Eric. Mais pauvre Congo, ça continue. Donc il n'y a pas de rupture. Et Tshisekedi vivant, là il est en train de regarder, il va dire vraiment que je suis fier de ce pays. Je suis fier parce que mon fils est au pouvoir. Voilà ce que j'ai combattu, les anti-valeurs, ça continue. Ça, c'est le fascisme, comme tu dis. Ah, c'est du fascisme qui n'a rien à voir avec le tshisekidisme. Il faudra faire les distinguos. Et vous parlez avec quelqu'un qui a fait un travail de fin de cycle sur l'histoire de l'IDPS. J'en connais quelque chose, j'ai lu Tshisekedi. Je rappelle, j'étais encore jeune, mais je suis prêt à vous rappeler par rapport à ce que j'ai lu. Tshisekedi a monté un gouvernement de 22 personnes, sans ministre des médias. Mais ici, on nous met un gouvernement de 57 personnes. Non, mais le contexte aussi, hein, le Congo n'avait pas 80 millions de personnes comme aujourd'hui. Hein. Le Congo n'avait pas la guerre dans l'Est de la République. C'était l'union sacrée, non? C'était l'union sacrée. Les Tambou et Mwamba, tous mécontents. Mais un leader, c'est lui qui s'impose. Il y a un pays qui a des problèmes, qui n'a pas de moyens. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Vous avez un pays en cessation de paiement, qui n'a pas de moyens.
Vous avez des ministres aujourd'hui qui ne reçoivent difficilement des frais de fonctionnement. Aujourd'hui, même les journalistes ne sont plus tentés d'aller dans les cabinets parce que c'est des galères là-bas. Alors vous pensez mettre un gouvernement de 57 personnes, pétentique, numérique, aménagement du territoire, travaux publics, vous pensez là on peut réussir avec un gouvernement comme ça? Moi je ne fais pas confiance, moi. Il faut leur donner la chance, Eric Wemba. Ah non, il n'y a pas à moi de donner la chance, mais tout en étant réaliste. Et Augustin vous a dit déjà qu'ils ne vont pas réussir. Non, mais vous revenez longuement sur Augustin Kabouya. Augustin Kabouya a dit que aujourd'hui, ceux qui nous critiquent doivent aussi être responsables. Nous avons géré avec Kabila 2 ans, donc nous partageons le bilan avec Kabila. Nous gérons avec Katumbi et Bemba, nous partageons. Mais c'est logique parce que Kabila a géré avec eux. D'ailleurs, Kabila avait le gros du gouvernement. Aujourd'hui, Katumbi, Bemba, pareil. Non, ils oublient que dans les 100 jours, Kabila n'était pas là. Il y a eu un programme de 100 jours où les finances ont été gérées au niveau de la présidence. Il y a eu des scandales. Quand on a nommé Niembo ici, je vous avais dit, voilà, il y aura des scandales. Mais notre ami Patrick était ici pour défendre. Mais aujourd'hui, la Banque centrale vient de signaler qu'il y a eu des scandales. Il y a eu chute des réserves d'échange dans ces pays. Tout simplement parce que l'argent, on sort sans respecter les principes, sans respecter ce qu'on appelle la base caisse, là, je ne sais pas le terme bien, que les fonds monétaires nous avaient demandé. On sort l'argent comme ça du pays, comme on sortirait l'argent d'une boulangerie. Aujourd'hui, ça se passe. Et Kabila n'est pas là. Tout l'Union sacrée n'est même pas encore là. Non, il y a des scandales. On ne peut pas exonérer Kabila. Kabila a quand même travaillé avec eux pendant 2 ans. Kabila est responsable du bilan de M. Tshisekedi. Oui, bien, mais j'ai surtout signalé. que par-dessus tout, il est bloqué. Tshisekedi a dit qu'il était bloqué. Il était bloqué. On la laisse, nous voulons voir qu'il fasse la rupture. On ne doit déjà pas nous dire que ça va échouer parce que les Katumbi sont là, les Bemba sont là. Il faut attendre des élections alors qu'ils ont 2 ans. Pourquoi? Donc ils pensent qu'ils vont pas. Ce qui serait là, c'est un aveu d'échec, ils ne vont rien changer. On va souffrir pendant ces 2 ans en attendant qu'on donne à Tshisekedi son mandat pour que l'IDPS applique son projet de société. C'est ce qu'ils nous ont dit. C'est ce qu'Augustin a dit. Alors qu'est-ce que vous voulez que moi, un simple journaliste, que je dise? Moi, je savais déjà qu'il ne faut pas réussir. Malheureusement, ma thèse vient d'être soutenue et vient d'être confirmée par Augustin Kabouya, qui dit déjà qu'ils ne vont pas réussir. Non, mais le problème, c'est que je vous sens trop en mer, je vous sens trop pessimiste. Je suis plutôt réaliste, pas pessimiste. Je vous dis, je suis communicologue. Matoumou nous a parlé de la sémiologie, c'est-à-dire, il a donné un exemple. Quand il y aura pluie, il y a des signes qui montrent qu'il y aura pluie. Donc, autant pour un gouvernement qui va réussir, il y a des signes. Mais les signaux qui sont donnés aujourd'hui me rendent pessimiste et malheureusement. Non, mais il y a quand même des rompus de l'art de gestion. Vous n'allez pas douter de la compétence des Lutundo, là, par exemple. Vous ne douterez pas de la compétence des Bazaïba. Vous ne douterez pas que Patrick Mouyaya pourra amener un vent nouveau au niveau de nos médias nationaux. Il y a quand même des têtes qui font quoi en l'avenir radieux dans ces pays, non? Non, il y a des gens qui peuvent évoluer dans un système. Dans les systèmes actuels, je crois qu'ils seront étouffés. Et je ne lis pas sur la boule de cristal pour vous dire qu'il y aura des démissions en cascade à un moment donné. Et attendons voir. Ils vont dire que nous ne pouvons pas travailler plus qu'il y a telle condition. Parce non, mais la démission, ce n'est pas la culture des Congolais. Hein. Il y en aura en cascade. Je sais que tous ces gouvernements n'ira pas jusqu'à la fin. Il y aura rupture à un moment donné. Je vous l'ai dit, retenez ça aujourd'hui. Les gens vont quitter les gouvernements parce qu'ils savent que les choses ne marchent pas telles que ça devait marcher. Eric Wemba, on va petit à petit vers la fin de cette émission. Je voulais quand même que vous réagissiez aussi par rapport à quelques éléments d'actualité, notamment l'arrestation de M. Willy Bakonga, arrêté au Congo-Brazzaville avec 2 millions de dollars américains. Pour une fois, vous les pessimistes, vous devez vous être heureux de savoir que le Congo, dans le cadre de la coopération, a su que M. Bakonga avait disparu. Personne, en tout cas pas moi, va soutenir un détourné. Personne. Moi, je ne suis pas là pour venir pour soutenir les détournés. Ce que je n'aimerais pas, c'est que moi, je qualifie la justice de vainqueur. Je crois qu'on met la célérité sur certains, pas sur d'autres. L'IGF a cité aussi l'Été Nilongondo. Pourquoi il n'est pas poursuivi? Il y avait les cas de Lobo. Où est-il aujourd'hui? Il y a des gens. Il y a eu l'affaire 80 millions aussi aujourd'hui. Quand nous faisons un peu de comparaison, il n'y a pas la différence entre ce que Ebéran a fait avec ce que Kamere. Pourquoi Ebéran est récompensé comme ministre du numérique? Kamere doit se retrouver en prison. Moi, je veux la justice pour tous. Mais je constate quand même cette justice à double vitesse. Quand il s'agit de Pierrot, il y a la célérité. Quand il s'agit d'Eric, on dit que là, on peut comprendre. Donc, Kamere a été arrêté d'une certaine mesure pour une affaire de rétrocommission. Parce qu'on a démontré, noir sur clair, qu'il n'a jamais touché l'argent. Mais il a fait payer l'argent à Jamal. Et il est allé soutirer la rétrocommission. Mais quand Ebéran écrit une lettre au ministre des Finances pour un emprunt à Robank, d'ailleurs l'argent des Kamere est sorti du trésor public, mais l'argent là pour payer les pétroliers est sorti d'un emprunt à Robank. Il y a eu des affaires de rétrocommission. Et la lettre de Ebéran écrite au ministre de la Justice a été démontrée par notre frère Archil Kadima. Pourquoi on poursuit Kamere aujourd'hui, arrêté, on laisse Ebéran Kolongolais? Vous voulez que moi je croie à la justice du pays? Nous assistons simplement à la justice des vainqueurs, un peu ce que les Ivoiriens ont vu.
Il fallait régler des comptes aux hommes de Gbagbo parce que nous sommes au pouvoir. Mais on ne construit pas un état de droit avec la justice des vainqueurs. La justice pour tout le monde. Autant nous sommes d'accord qu'on puisse poursuivre Bakunga, mais nous demandons la même célérité pour Etienne Longolo. Même s'il est allé se faire vacciner, mais cela ne l'exonère pas des actes qu'il a commis dans les fonds Covid. Pourquoi lui on les laisse? C'est ça mon inquiétude simplement. Le camériste qui somnolé en vous vient de se réveiller. Je sais que pour vous, le procès Caméré est un procès politique. Vous avez toujours dit... J'ai défendu aussi Bakongo. Parce que j'ai libéré Vital Caméré. Parlé aussi là, je viens de vous tendre la perche. Hein. Vous la saisissez trop bien. Là. Vous ne me tendez pas la perche, mais je veux une justice équitable pour tout le monde. Je refuse simplement la justice des vainqueurs. C'est-à-dire utiliser la justice pour régler des comptes aux adversaires politiques. Ce n'est pas ça l'état des droits. Qu'apprenez Tshisekedi. L'état des droits, c'est pour tout le monde. Les mêmes actes posés par Pierrot, les mêmes actes, on poursuit Pierrot, là, on ne poursuit pas Eric, il y a quand même quelque chose qui cloche dans cet état des droits qu'on nous... Non, mais j'ai quand même parlé de la célérité au niveau de nos services. Hein. Willy Bakonga croyait qu'il était parti. Vous, les pessimistes, on se rend quand même compte que la coopération se porte bien. Hein, non, au niveau de il faudra pas aller trop vite, il faut l'attendre parce que j'ai d'autres informations. Willy Bakonga est arrêté là-bas par rapport à la loi congolaise. Il n'a pas fait la déclaration des sommes qu'il avait. C'est pourquoi on l'arrête là-bas. Ce n'est pas au nom d'une coopération. Attendons voir. Moi, je ne voudrais pas faire des commentaires ici. On va un peu trop vite, en besoin. Éric Wemba, parlons un peu situation sécuritaire dans l'Est de la République dans les 5 petites minutes qui nous restent. Martin Fayulu appelle les Congolais à manifester samedi. Quel est votre point de vue? Moi, mon point de vue, pas de l'opportunisme, mais je pense qu'il y a des choses où dans une république, quel que soit qu'on n'est pas d'accord, on doit se mettre d'accord. Je demande à nos acteurs politiques, Félix Tshisekedi, parce que c'est lui au pouvoir, Martin Fayulu Katoum, de suivre l'exemple de la France à un moment donné. Quand il y avait les problèmes du terrorisme, Macron a appelé et Hollande a appelé tout le monde pour une union sacrée. Pour les problèmes de la guerre, à l'Est, on ne peut pas se diviser. Je rappelle qu'à 44-45, quand les Japon ont envahi la Chine, Tchéquien est allé voir son ami Mao Tse-tung. L'histoire doit nous rappeler pour lui dire qu'au-delà de nos divergences politiques, nous sommes envahis, nous sommes en danger. Vous soutenez donc la marche de Martin Fayulu? Je soutiens autant la marche, mais je pense qu'il faut un front commun. Je pense que le président de la République, pour les problèmes de l'Est à la République démocratique du Congo, c'est ça ma proposition, il doit appeler tous les acteurs politiques représentatifs, Katumbi, Bembe, Consort, pour un front commun, même Kabila, pour qu'ensemble nous disons, ce qui se passe là-bas, les gens qui meurent là, ça ne choisit pas qu'il y ait de l'amour que de l'autre côté. S'il y a une chose où nous devons tous être d'accord, c'est la mobilisation autour de la guerre de l'Est. Nous ne devons pas nous diviser. J'ai donné l'exemple, Mélenchon était là. Marine Le Pen a dit, ils ont dit tous, Sarkozy à l'époque, ils ont dit à Hollande, au-delà de nos divergences, nous avons un ennemi commun, le terrorisme. Nous avons cette guerre-là qui est trop durée pour que les Congolais aujourd'hui, Syrie, tous apprennent quand même à se mettre d'accord. Ça, c'est mon appel pathétique que je lance. Mais en même temps, les pouvoirs doivent jouer son rôle pour garantir la sécurité. Pour ou contre le départ de la MONUSCO? Pour ou contre le départ de la MONUSCO, moi c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Mais il faut que nous sachions que la MONUSCO ne prendra jamais notre place. Il s'agit de nous, nous devons construire une armée. Il ne faut pas se prévaloir de notre turpitude. Le problème de l'intégrité territoriale est d'abord un problème de souveraineté. La MONUSCO ne viendra. J'ai vu quand même, il y a l'optimisme, on est allé chercher les Kenyans. Mais non, écoutez. On a dit qu'ils viendront nous les gens oublient que Kabila père était allé chercher les Tchadiens. Mais il n'avait pas mis fin à la guerre de l'Est, à cette guerre-là d'agression qu'il appelait à l'époque. Le problème est d'abord ici, je vais bien, même la France pendant la guerre mondiale avait besoin des alliés, mais les lots du travail doivent être faits pour... C'est d'abord notre pays. Il faut que nous construisions une armée forte pour que nous puissions éradiquer toutes ces forces négatives-là. On ne peut pas refuser l'apport des autres. Parce qu'après tout, la situation du Congo, l'instabilité du Congo a un impact dans la région. On va terminer cette émission. Je rappelle que vous êtes venu pour lancer un coup de gueule. Pas question de pouvoir pour le pouvoir, il faut avoir le pouvoir pour pouvoir. Et vous pensez qu'aujourd'hui, avec les réformes, notamment électorales entamées à l'Assemblée nationale, la République est en danger? En danger, donc, l'union sacrée avec Kabunda tête est aujourd'hui animée par les soucis de conserver les pouvoirs, et par l'instinct de consolider les pouvoirs, qui est par les soucis de consolider la démocratie, exprimé par les Congolais au mois de juillet, qui voulaient des réformes quand on a choisi Malonda. C'est ce qui a provoqué les crises. Pourquoi on a dit qu'on devait mettre fin à cette coalition. Mais maintenant qu'on a obtenu cette coalition, on veut renoncer aux réformes. Alors que Kabouya, Bemba, tout le monde était dans la rue pour réclamer ces réformes. Mais aujourd'hui, on pense revenir, faire une marche en arrière, faire comme Kabila voulait. J'ai donné un exemple, pas une représentante paritaire à la CENI. C'est ce qui a fait Kabila. Lutunda voulait qu'on puisse marquer la rupture, mais on vient de renoncer aux réformes. On tente de charcuter la loi Lutundula. Maintenant qu'on contrôle la Cour constitutionnelle, là aussi on a violé même la loi.
Pas de tirage de sort. On a placé les tombeurs des Kabyles à la tête de la Cour constitutionnelle. Chader, il nous avait prévenu. Celui qui contrôle la CENI et la Cour constitutionnelle gagne certainement des élections. Nous refusons. Nous voulons mobiliser les Congolais. Nous devons non seulement aller voter, mais élire. Parce qu'on nous a réduit depuis 2006 comme un peuple qui n'est que là pour voter, pas pour élire leurs dirigeants. C'est cette rupture que je viens réclamer. Comme des journalistes qui ont dit non, assez avec Léopold D, assez avec des élections bâclées. Nous voulons des élections où les candidats vont féliciter les vainqueurs pour résoudre définitivement la crise de légitimité dans notre pays. J'espère qu'on ne t'enverra pas une invitation pour le parquet demain après avoir dit ça. Je ne te le souhaite pas, cher ami. Merci d'être venu nous voir, Eric. À moi que tu m'exposes. Non, moi j'ai... Qu'est-ce que j'ai dit qui est imputable, moi? Ça, il faut poser la question à Israël Moutombo. Moi, je suis donc, il y a un débat là, j'ai les documents où on est tenté de charcuter la loi Lutundu là pour gagner les élections de manière haut la main en 2023. Alors qu'on n'a pas un bilan présenté au peuple, on pense à un coup de force électorale. C'est ce que je viens de condamner maintenant. Eric Wemba, merci d'être venu nous voir. 40 minutes d'émission très enrichissante. J'ai été édifié. Reviens quand tu veux, quoi. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était le journaliste Eric Wemba. Avec lui, on a donc fait la lecture de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Je serai heureux de vous retrouver lors des prochains numéros. Vous également, restez branchés sur nos programmes. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Allez, bonsoir chez vous. Au pas au Mokunzi.